demandé de vous parler donc du choix de l'école, un droit fondamental pour les parents, pour le choix de l'école hors contrat. Alors, il est certain que le succès des écoles hors contrat ne dément pas ces dernières années. En 2024, on compte encore l'ouverture de plus de 300 classes réparties dans 100 nouvelles écoles. À l'inverse complètement du mouvement constaté dans l'école publique, on est obligé de fermer des classes faute d'un nombre suffisant d'enfants. Donc là, en 30 ans, le nombre d'établissements hors contrat est passé de 40 à près de 2600. C'est une multiplication par 65 et 4,4% des établissements scolaires en France sont désormais des écoles libres hors contrat. Ils scolarisent plus de 130 000 élèves. Donc, ce sont quand même des chiffres importants. Et évidemment que l'État a commencé à s'apercevoir au bout d'un moment, parce que ça ne passait plus inaperçu, de l'ampleur du phénomène. Et il a agi dans un domaine où il excelle, en ajoutant réglementation sur réglementation, ce qui forcément tente à restreindre la liberté et le droit dont peuvent jouir les parents. Donc, c'est vrai que si on peut voir dans un premier temps qu'on a vraiment un droit pour les parents de choisir l'établissement hors contrat de leur choix, qui est garanti sur le plan théorique, on a quand même un encadrement très strict de ce droit désormais, et qui, combiné à des difficultés d'ordre pratique, en fait, en font un droit quasi résiduel. Alors, ce droit garanti en théorie, je ne reviendrai pas sur toutes les conventions internationales qui vous ont été décrites ce matin et qui ont été aussi rappelées par Olivia. On sait que voilà, l'État, évidemment, pour que en fait, la liberté éducative des parents soit garantie, il faut qu'il y ait une liberté de choix effective. Donc, c'est pas seulement le principe qui est rappelé, c'est aussi l'obligation qui est faite pour les États de garantir la création d'établissements libres. Sinon, ce serait un droit complètement vidé de toute substance s'il n'était pas combiné à la liberté de création d'établissements. Donc, les conventions internationales le garantissent. La Cour européenne des droits de l'homme l'a rappelé. On peut faire le choix d'écoles privées. La Convention internationale des droits de l'enfant aussi rappelle cette liberté, ce devoir même pour les États de garantir l'existence de ces établissements libres. Et c'est un droit qui est constitutionnellement prévu et qui est également prévu par la loi. On a le Conseil d'État qui a rappelé en 2017 le droit pour les parents de choisir pour leurs enfants des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public. Donc vraiment, voilà, le cadre est posé. Il y a cette liberté et ce devoir pour l'État de permettre l'ouverture de ces établissements. Cependant, si ce droit existe, il est strictement encadré et de plus en plus au fur et à mesure des années. Dès 2017, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, avait élaboré un texte qu'elle avait fait adopter et c'est le Conseil constitutionnel qui l'avait rejeté, considérant qu'il y avait un risque d'atteinte à la liberté de l'enseignement. Donc il fallait quand même que le texte soit assez poussé pour que le Conseil constitutionnel s'en émeuve, il faut quand même le dire. Et ceci étant dit, très rapidement, le projet est revenu puisque en 2018, sous l'égide d'un membre du Parlement, la sénatrice Françoise Gatel, il y a eu de nouveau cette loi qui a été débattue. Et quand on voit, c'est assez intéressant, là j'ai relu un peu les éléments de discussion et de débat en commission sur cette loi. Très clairement quand même, le but est moins de garantir la sécurité de l'enfant, à supposer qu'elle puisse être mise en cause dans ces établissements, que de l'arracher au déterminisme familial. Nous avons le sénateur, M. David Assouline, ancien sénateur, qui indiquait qui formate les cerveaux des enfants. Il faut arracher ces jeunes à l'emprisonnement familial, idéologique, religieux. Nous devons aller plus loin que les auteurs de ce texte. Les lois successives relatives à la sécurité prennent bien quelques distances avec certains principes constitutionnels. Pourquoi s'en effraie-t-on ici? Donc là, on parle bien de l'emprisonnement familial. On parle bien du fait qu'après tout, on n'a pas trop à s'embarrasser des principes constitutionnels quand il s'agit d'arracher les enfants à leur déterminisme familial. Et il ajoutait qu'il faut mettre en place des autorisations, donc des autorisations et non plus un régime de déclaration, comme j'y reviendrai pour la création de ces établissements. Notre timidité à cet égard fait le lit des fondamentalismes issus de toutes les religions qui régulièrement s'unissent pour mener des combats contre le progrès,
comme lors des manifestations contre le mariage pour tous. Donc, pour certains élus, l'établissement hors contrat fait le lit du fondamentalisme et d'un fondamentalisme religieux, alors qu'il n'est pas inutile de se rappeler que les écoles confessionnelles hors contrat, toutes confessions confondues, ne forment que 25% en fait des écoles hors contrat. Donc le problème n'est pas tellement là. En tout cas, on voit bien la philosophie qui sous-tend ces diverses dispositions. Donc la loi Gatel a été adoptée en 2018 en durcissant les conditions d'ouverture de ces écoles. On a ensuite la loi de 2019 pour une école de la confiance qui a rajouté des dispositions, et la loi de 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi contre le séparatisme. Alors, en réalité, maintenant, quel est le régime et est-ce que véritablement les parents peuvent faire ce choix sur le plan du droit? Nous avons des conditions d'ouverture et de création qui sont durcies. C'est toujours un régime déclaratif, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de demander une autorisation pour pouvoir ouvrir une école, mais à partir du moment où on fait la déclaration, il y a une possibilité d'opposition par l'institution, enfin les autorités de l'État compétentes, notamment par le maire. Et cette opposition est utilisée par les autorités compétentes, ce qui rend du coup les ouvertures parfois difficiles, puisqu'il y a des procédures qui doivent être initiées juste avant les rentrées, avec des parents qui ne savent pas s'ils vont pouvoir effectivement inscrire leur enfant pour septembre, alors qu'il y a une procédure de référé en cours. Donc évidemment, ça complique fortement les choses, sachant que l'opposition normalement est fondée sur certaines conditions, mais que si l'opposition est faite de manière illégale et mal fondée, n'empêche qu'on va quand même devoir aller le dire devant le tribunal et qu'on perd beaucoup de temps et que ça rend les choses compliquées. Alors, il y a aussi des conditions qui sont durcies pour les directeurs des établissements et les enseignants, avec des conditions d'expérience et de diplôme qui ont rendu les choses un peu plus compliquées. Et puis surtout, une liberté pédagogique qui est restreinte, puisque, en fait, désormais, il faut que les établissements hors contrat garantissent l'acquisition du socle commun, qui est l'élément que doit garantir, en fait, toutes les écoles. Et elles sont contrôlées là-dessus. On comprend bien évidemment qu'il faille quand même un enseignement qui soit dispensé pour les enfants qui corresponde à un véritable enseignement. Mais là, nous avons un socle commun qui est défini par le Code de l'éducation et qui reprend des éléments comme la maîtrise de la langue française, la maîtrise des principaux éléments de mathématiques, une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté. Donc ce sont quand même des choses assez vagues derrière lesquelles on peut mettre un peu ce que chacun y entend. Et ça, c'est contrôlé. Et lorsque l'académie met en demeure l'école de se mettre en conformité par rapport à ce qu'ils entendent du contenu de ce socle commun, si la mise en conformité ne leur plaît pas, derrière, évidemment, ce qui est encouru, c'est la fermeture de l'établissement. Donc, les normes minimales de départ ont tendance à s'accroître et avec des contrôles qui sont exercés dessus. Ces contrôles, justement, là encore, compliquent ce droit pour les parents d'inscrire leurs enfants dans ces établissements, parce que compliquent la vie des établissements. Il est bien normal qu'il y ait des contrôles, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais les conditions de ces inspections ne sont pas toujours faites dans le respect et des élèves et des enseignants et même des parents, puisqu'on voit beaucoup d'inspections avec un nombre excessif, des dizaines d'inspecteurs qui arrivent, qui prennent les cartables, qui fouillent dedans, qui parlent à des enfants sans la présence d'adultes. Bon voilà, des tas de choses de ce style qui ne correspondent pas à ce qui est demandé dans le Code de l'éducation et qui voilà, ne sont pas bons ni pour les uns ni pour les autres. Et à partir du moment où ils doivent contrôler la qualité de l'enseignement, là encore, il peut y avoir des choses qui dépassent en fait leur champ de compétences, leur champ de contrôle. Et il faut que les écoles fassent attention, ainsi que les parents qui peuvent attirer l'attention des établissements pour préserver ce champ de liberté qui leur est donné, mais qu'évidemment les inspections veulent restreindre au maximum.
Donc ce contrôle et ces contrôles renforcés sont évidemment une difficulté. Et puis, nous avons une rupture d'égalité et une discrimination des élèves en fonction de leur origine scolaire. Par exemple, les élèves issus des établissements hors contrat n'ont pas le droit de s'inscrire au concours général. Et le Conseil d'État a tranché la question en 2009. Le mode d'obtention du brevet des collèges est plus difficile pour les élèves venant du hors contrat. Il est différent et plus difficile. Et là, vraiment, c'est une difficulté de droit puisque avec ces évolutions législatives successives, tant dans la définition du brevet des collèges que dans la définition de ce qui est demandé obligatoirement aux établissements hors contrat, nous arrivons finalement à une superposition des élèves, des candidats au brevet issus du hors contrat et issus des autres établissements. Le brevet des collèges, il est fait pour sanctionner l'acquisition du socle commun, qui est justement ce que l'école hors contrat doit garantir et qui est très fortement contrôlé là-dessus. Donc normalement, on devrait pouvoir permettre un égal examen pour tous les candidats, mais ce n'est pas le cas. Et les juges, pour l'instant, rejettent les demandes d'élèves qui souhaiteraient, qui invoquent cette rupture d'égalité. Il y a un pourvoi en cours devant le Conseil d'État. On verra ce que le Conseil d'État dit. Il s'était déjà prononcé en ce qui concerne les dispositions relatives au baccalauréat. Alors là, c'est un peu différent puisque nous ne sommes pas dans cette acquisition du socle commun. Le baccalauréat ne sanctionne pas que cela. Mais d'ores et déjà, le Conseil d'État avait considéré que situation différente des élèves, donc examen différent. Alors, on voit bien que c'est un droit résiduel et que c'est aussi un droit qui est difficile à exercer en pratique pour les parents. Bon, déjà, il y a la question financière. Ce sont des établissements qui ne sont absolument pas subventionnés, donc avec des scolarités élevées, un investissement qui est demandé aux parents. C'est pour ça que beaucoup évoquent la question du chèque éducation, de ces parents qui font ce sacrifice financier, mais qui peuvent aussi payer des impôts. Et ces impôts ne serviront pas à l'éducation de leurs enfants. C'est quand même 130 000 élèves qui ne coûtent absolument rien à l'État. Il y a aussi des difficultés causées par l'élève pour la suite. Parfois, quand on sort d'un collège, suivant les régions dans lesquelles on est, et si on veut passer dans le privé sous contrat, c'est pas toujours facile. Pour Parcoursup, on ne sait pas trop quels sont les algorithmes qui sont utilisés. Il y a aussi des difficultés dans les rapports avec les institutions. Par exemple, quand une famille a des difficultés d'ordre avec les services sociaux. Alors pour l'IEF, pour l'instruction en famille, ça c'est sûr, il faut vraiment qu'ils mettent leurs enfants à l'école parce que les services sociaux détestent l'instruction en famille, mais ils n'aiment pas beaucoup non plus l'école hors contrat. Il y a une suspicion en fait des institutions à l'égard de ces établissements. Il y a aussi parfois des dénigrements de tout genre et des propos violents dans la presse au moment des ouvertures d'écoles. On a vu quand même toutes sortes de choses se produire. Donc, c'est un droit qui est difficile à mettre en œuvre en pratique. Donc, en conclusion, ce qu'on peut voir quand même, c'est que, certes, actuellement, il y a un droit pour les parents de choisir une école hors contrat qui est garantie au niveau international et national, avec cependant une évolution législative qui tend à restreindre au maximum ce droit et des difficultés d'ordre pratique. Mais ce qu'on peut, de ce fait-là, en fait, c'est intéressant de reposer le débat et de créer un débat avec les institutions en disant bon, c'est pas normal qu'il y ait finalement ces discriminations, qu'il y ait ces difficultés juridiques et pratiques. L'aspect positif, c'est que lorsque les juridictions rejettent les recours formés par les parents ou les élèves issus du hors contrat qui n'ont pas les mêmes modalités d'examen, ils réaffirment à chaque fois la liberté pédagogique de ces établissements. Donc on peut dire que d'une certaine manière, cette liberté pédagogique ne cesse d'être réaffirmée. Et ça, il faut s'en saisir. Et puis, on constate qu'en dépit de ces difficultés, ce droit pour les parents est très vivant. Tout à l'heure, un intervenant nous disait que seuls s'usent les droits qui ne sont pas utilisés. Là, c'est un droit qui est utilisé en dépit des difficultés. Et donc, c'est très positif. C'est un droit actif, un droit vivant, vivace, et donc qui ne demande qu'à être bien protégé et voilà, bien exercé.